Tout de suite, le JT. Nous sommes samedi 31 mai 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette dernière édition du mois de mai. C'est le plaisir pour moi, mesdames et messieurs, de vous retrouver ce soir pour cette édition d'information. Le ministère de l'Action sociale et des actions humanitaires a pris un arrêté il y a une semaine exactement pour suspendre ses proches collaborateurs. Cette décision a suscité beaucoup de réactions. Les hauts cadres suspendus, quant à eux, n'ont pas réagi. Ils ont juste pris acte de cette décision ministérielle. Voici à ce sujet le commentaire de la rédaction signé Nadim Narcisse. La semaine dernière, plusieurs hauts responsables du ministère de l'Action sociale et des Affaires humanitaires ont été suspendus de leurs fonctions par Madame le ministre de tutelle. Aucun motif officiel n'a été avancé, mais la dame rumeur suppose que cette décision soit liée au passage des responsables de l'autorité indépendante de lutte contre la corruption. Cette institution aurait découvert que plusieurs centaines de millions de francs CFA ont disparu dans le coffre de ces départements ministériels, ce qui serait à l'origine de cette suspension. Ces hauts responsables ont écopé de sanctions moins lourdes en attendant d'être situés véritablement sur leur sort s'ils sont impliqués dans cette malversation financière. Selon toujours Dame Rumeur, l'argent du contribuable tchadien aurait pris la direction des poches de ces personnalités mises en cause. Il se raconte que cette mesure conservatoire leur permettra de rembourser ce qu'ils ont pioché dans les caisses de ces ministères en ces temps où des milliers de réfugiés pullulent sur le territoire national et attendent des réponses adéquates du dit ministère. Beaucoup d'observateurs estiment que ces pillages à ciel ouvert devraient être sanctionnés sévèrement. S'ils sont reconnus coupables, ils doivent subir la rigueur de la loi. Au ministère de l'Action sociale et des actions humanitaires, c'est le branle-bas. La panique s'empare de tout le monde. Pour les responsables de cette institution de lutte contre ces fléaux qui gangrènent l'administration publique, les auteurs de détournements au ministère de l'Action sociale n'échapperont pas aux fourches codines de la justice. Le patron de cette autorité dit qu'il ne reculera pas. Depuis lors, les hauts responsables suspendus ont perdu le sommeil. Certains agents qui ne sont pas concernés par ce scandale financier, qui ne dit pas son nom, jubilent et disent qu'il est temps de nettoyer les écuries d'Ojas au sein de ces départements ministériels que certains considèrent comme leur chasse gardée où ils en font à leur tête. Ils ont mis la main sur tous les biens matériels et financiers. Ils en font usage comme bon leur semble, ont confié la mort dans l'âme certains cadres du dit ministère. On espère que le ministère de l'Action sociale et des Affaires humanitaires communiquera certainement afin d'éclairer la gouverne de l'opinion publique nationale que cette décision actée par ces soins est due à un scandale financier. Attendons de voir. L'échec du candidat du Tchad à la présidence de la BAD, Banque africaine de développement, inflamme les débats sur les réseaux sociaux et au sein de la classe politique. Si certains voient en l'échec d'Abbas Mahamat Toli, notre compatriote, la posture de ses challengeurs, d'autres accusent par contre l'État de n'avoir pas suffisamment soutenu le candidat diplomatique. Diana Tiptumbaï a interrogé à ce sujet Max Kemboui, que je vous invite à suivre. Participer ou candidater à une élection majeure comme celle de la présidence de BAD, ce n'est pas une compétition sportive. C'est une élection véritablement en jeu parce qu'il n'y a pas que le candidat, il y a le pays. Depuis 3 ans, certainement, parce que le Tchad n'a plus une politique extérieure. Ça n'existe pas. Le Tchad n'a pas de diplomatie. Il n'y a de diplomatie que des murs et des bâtiments. À l'intérieur, il n'y a pratiquement rien, et d'autant plus qu'il n'y a pas de compétences qui manquent, que ce soit des diplomates de carrière, que ce soit des techniciens, qui sont vraiment assez nombreux dans la grande maison, mais qui n'ont pas la valorisation de leur métier. Vous savez, pour candidater, c'est un pays qui candidate, c'est pas un candidat, c'est un pays qui candidate, parce que, pour reprendre, seulement pour la BAD, vous savez que la BAD compte 54 États membres au niveau régional. Sur les 54 États, il y a 27 qui sont nos régionaux. Et sur les 54, il n'y a que 5 États, à eux seuls,
constitue 50% de voix. Il s'agit principalement du Nigeria qui a 15,6%. À la suite du Nigeria, il y a l'Égypte, il y a l'Algérie, il y a l'Afrique du Sud et le Maroc. Et parmi les non-régionaux, il y a les États-Unis qui a 6, quelques %, suivi du Japon qui a 5, quelques %, et le reste, c'est la France. Mais nous avons commencé d'ailleurs à avoir des problèmes avec la France, qui est un partenaire important. Ensuite, on a des problèmes avec l'Algérie. Alors, si l'Algérie, le Nigeria font partie des pays faiseurs de roi, et que nous avons des problèmes à la fois avec les Américains, qu'on a chassés comme des malpropres, à travers leur base, qu'on a chassé également les Français, mais on devrait s'attendre aux résultats qu'on devrait attendre. Donc, de notre point de vue, c'est l'absence vraiment d'une politique extérieure, c'est l'absence d'une diplomatie d'influence. Il ne s'agit pas d'avoir des critères de démographie, des critères de géographie, de territoire pour peser. C'est une diplomatie d'influence. Et ce n'est pas aussi une diplomatie à la canonnière, c'est parce qu'on a une armée, on fait la guerre partout, on saute ici, et puis on peut avoir non du tout. L'échec, principalement, c'est dû à l'absence d'une diplomatie d'influence que le pouvoir actuel, depuis 3 ans, n'en a pas. Le parti Union nationale démocratique UND a animé un point de presse ce matin à la maison des médias du Tchad. Cette sortie médiatique marque le renouveau politique de ce parti après une longue période d'absence sur la scène politique. Suivez cet extrait que nous propose Koinito Jack-Janet. L'Union nationale démocratique, UND, est créée en 1974, où le pays tanguait sous le régime du président François Tombalouaï, qui a abouti au coup d'État du 15 avril 1975. Le régime militaire du CCM n'a pas fait mieux. Il a plongé le pays dans une crise profonde qui aboutit aux accords de Lagos en 1979, où l'UND a pris une part importante et active à la résolution de la crise tchadienne. L'objectif de l'UND est la mise en place d'un État républicain, démocratique et social. Les responsables de cette volonté de changement révolutionnaire ne sont plus que 2 personnes, à savoir le président Boukouni Odey des FAP et le professeur Facho Balam de l'UND. La plupart sont partis sur les 11 signataires des accords de Lagos. La lutte que l'UND s'est fixée a comme objectif une lutte civile, démocratique et sociale. Nous restons sur cette ligne à laquelle s'ajoute notre lutte contre l'anti-impérialisme et l'anti-néocolonialisme. Nous ne changerons pas cette option. Nous serons une force de critique positive et de proposition pour la meilleure gouvernance pour notre pays. L'ancien ministre d'État, actuel président du Conseil constitutionnel, Maître Jean-Bernard Padare, a présenté et dédicacé son nouvel ouvrage axé sur un enjeu crucial pour l'économie tchadienne, la dynamisation de la filière élevage, abattage, viande à travers le dialogue public-privé. Un événement riche en échanges qui a rassemblé intellectuels et autres acteurs. Le reportage de Koinito Jack-Janet. Intitulé Tchad, le dialogue public-privé au service de la dynamisation de la filière élevage, abattage et viande, le livre est le fruit d'un travail de fond que l'auteur a souhaité partager au public. À travers cet ouvrage, Jean-Bernard Padare analyse les défis structurels du secteur de l'élevage au Tchad et plaide pour une meilleure synergie entre l'État et les opérateurs privés afin de valoriser cette filière stratégique. Dans son intervention, l'auteur a exprimé sa volonté de transformer son thème de mémoire en un véritable outil de plaidoyer. Pour lui, le développement du secteur ne peut se faire sans un dialogue constructif et permanent entre les acteurs publics et privés. Ce livre est né d'un constat, pour être un peu sérieux.
celui du potentiel immense, mais encore largement sous-exploité de la filière élevage, abattage, viande au Tchad. Il est aussi né d'une conviction profonde, celle que le dialogue entre les secteurs publics et privés est non seulement souhaitable, mais indispensable pour construire une chaîne de valeur durable, compétitive et inclusive. À travers ces pages, j'ai voulu partager une réflexion documentée, étayée par des données de terrain, vous avez raison, mais aussi une vision d'une filière structurée, modernisée, où chaque acteur, de l'éleveur à l'exportateur, trouve sa place et voit son rôle valorisé. Après la présentation, le public a pu poser des questions, soulignant l'intérêt suscité par le sujet. La cérémonie s'est poursuivie par la dédicace du livre, vendu à 5 millions de francs CFA, et la remise symbolique d'exemplaires aux autorités présentes. L'événement s'est clôturé par une photo de famille dans une ambiance conviviale. Avec cette publication, Jean-Bernard Padaré entend apporter sa pierre à l'édifice du développement économique du Tchad. Son appel au dialogue public-privé vient rappeler qu'au-delà des discours, c'est par l'union des forces que le pays pourra pleinement tirer profit de ses potentialités, notamment dans le secteur de l'élevage qui fait la fierté de nombreuses régions. Après 3 mois de cours, les apprenants de l'école d'alphabétisation d'Ene Marem ont reçu leur parchemin de fin de formation ce 30 mai 2025. La correspondance de Fierté Ouattara depuis Doha. Elles sont au total 22 à suivre durant 3 mois les cours d'alphabétisation de l'école d'alphabétisation de Sœur Al-Kantari de Doha dans le cadre du projet d'Ene Marem. Initié par la responsable du projet, Sœur Marie-Day Sportli, donne les raisons de cette initiative au vu du besoin pour les femmes adultes et exprime sa satisfaction. C'est un cours encore un peu limité parce que c'est seulement 3 mois. Mais je vous annonce déjà que l'année prochaine, il y aura le cours pour toutes demain. Et toujours pour les femmes adultes. Et parce que je vois que vraiment le besoin d'être alphabétisé, d'avoir une dignité, d'avoir une connaissance de français et mathématiques peut être aussi une chance de dignité pour vivre un peu mieux dans la société. Alors, jamais comme cette année, vraiment, j'ai vu l'engagement des femmes. Aussi, surtout comme présence. Non? Participer pour 3 fois par semaine, pour 3 mois, c'est pas facile. Je voudrais dire aussi aux hommes, c'est-à-dire une femme qui arrive à parler français, c'est vraiment une joie pour la famille. Une femme qui arrive à faire des calculs, ou bien à bien payer au marché, ou bien à bien vendre les marchandises au marché, c'est une joie pour la famille. Heureuse d'avoir aidé ces femmes à savoir lire et écrire, l'une des formatrices s'exprime. Au début, c'était un peu difficile. Comme elle vient d'arriver, il y a plein de difficultés. Mais avec le temps, jusqu'à la fin ici, je vois que tout le monde a réussi à retenir quelque chose. C'est vraiment une grande joie pour nous. Lire aussi, écrire, c'est vraiment la dignité pour une femme. Alors je demande à toutes les femmes, pour celles qui n'ont pas été à l'école ou celles qui ont arrêté aussi, de courir très rapidement vers nous chez les sœurs franciscaines et puis de s'inscrire. Comme ça peut aussi les aider. C'est vraiment un plus. Et pire encore, l'école est gratuite. Quelques participantes de ces cours d'alphabétisation, très enthousiasmées, livrent leurs impressions. Je suis très content parce qu'avant, je ne connais rien. Je suis fermée. Là que je suis venue à Ene Marem, je suis ouvert, je connais lire et écrire, je connais écrire, construire une phrase à mes enfants. Je suis très content. L'année prochaine, on commence tôt et les femmes qui sont à la maison, ça ne fait rien. Habitude pour venir à l'école, c'est mieux à rester à la maison. Moi, je reste à la maison sans connaître rien. Mais grâce à Dieu, je suis venue à l'école d'Ene Marem. Maintenant, aujourd'hui, je suis dans la joie. Je prends mon bulletin, je suis la 2e de la classe. Je suis dans la joie.
Je connais lire. Maintenant que je ne parle pas normalement le français même, je débrouille à parler. Je prie à Dieu que les autres femmes qui sont à la maison là, pour venir tous à Denemarem, pour connaître lire et écrire. Même il y a le danger, quelqu'un a écrit danger le plat. Quand tu as vu le plat, il y a le danger, tu vas esquiver de ça. Mais tu as les yeux fermés là, tu vas faire quoi? Grâce à l'école Denemarem. Maintenant, je suis en joie aujourd'hui. Les femmes sont attendues pour les prochains cours d'alphabétisation qui débuteront en octobre et auront une durée de 8 mois. Merci Fierté Ouattara depuis Doba, la capitale du Logona oriental. Et puis en Afrique du Sud, le pays a été secoué ce jeudi 29 mai 2025 par une affaire judiciaire qui expose une réalité sombre, le trafic d'êtres humains. Kelly Smith a été condamné à la réclusion à perpétuité pour avoir vendu sa fille Jocelyne, âgée de seulement 6 ans. Mais cette tragédie dépasse les frontières sud-africaines. La juriste tchadienne interrogée sur notre plateau confirme que ce type de crime est également pratiqué ici au Tchad, où la justice peine à combattre cela efficacement. Elle est au micro de Joséphine Koulibaly. Le tribunal de Friedenburg a rendu son verdict, concluant une enquête de plusieurs mois. La disparition de Jocelyne en février 2024 avait provoqué une vaste mobilisation communautaire et policière. Très vite, des soupçons se sont portés sur la mère et son compagnon, ainsi qu'un troisième complice. Le juge Nathan Erasmus a qualifié cet acte de traite d'êtres humains à des fins d'esclavage, dénonçant la brutalité de ce crime. Selon les éléments du procès, la fillette aurait été vendue pour $1000 à un guérisseur traditionnel, rapportent nos sources. Le Tchad face au même défi. Si ce drame a choqué l'Afrique du Sud, le Tchad n'est pas épargné par ce phénomène. Une juriste tchadienne, interrogée sur un plateau, a confirmé l'existence de cas similaires. Pourtant, les condamnations restent rares. Nous avons eu plusieurs cas où des enfants ont été vendus par les parents. Je suis parente. J'ai fait 7 enfants, 8 enfants. Et je vends mon enfant. Nous avons eu des cas où des enfants ont été vendus à 20 000 francs, 30 000 francs. Des filles mineures. Qu'est-ce que nous faisons de nos valeurs? Nous avons, par exemple, été des paysans. Nous avons été des éleveurs. Nous nous sommes toujours occupés de nos enfants. Mais si aujourd'hui, nous gagnons, par exemple, 60 000 francs CFA mensuellement, nous pouvons effectivement nous battre pour honorer notre famille. Mais lorsque nous fuyons nos responsabilités en allant jusqu'à vendre, si vous me passez le terme, ce n'est pas le terme parce qu'on ne peut pas vendre un nom. C'est un souci. C'est vraiment un déclin total de nos sociétés africaines. Et surtout, dans nos contrées, il arrive qu'on vende des enfants. C'est pas parce que je ne suis pas en mesure d'éduquer mon enfant que je le revends à un autre frère, même si c'est un Tchadien comme moi. Et ça existe dans nos contrées, malheureusement. Selon plusieurs citoyens tchadiens, les enquêtes aboutissent rarement à des condamnations fermes et les réseaux criminels prospèrent dans l'impunité. Le verdict sud-africain envoie un message fort. La traite des êtres humains ne restera pas impunie. Mais au Tchad, comme ailleurs, il est urgent que la justice prenne des mesures plus fermes. La protection des enfants et des victimes doit être une priorité absolue. Faut-il qu'elle puisse jouer pleinement son rôle? La vente illégale de produits issus de la médecine traditionnelle en N'Djamena représente une problématique croissante mettant en jeu la citoyenneté des consommateurs. Cette pratique illégale devrait attirer l'attention de la population et des autorités du ministère de la Santé publique, n'est-ce pas, Roselyne Djekourbois? Malgré l'interdiction formelle de la vente ambulatoire et de la publicité des médicaments traditionnels en dehors des lieux d'exercice édictés par une circulaire du 15 novembre 2023, l'exercice anarchique des activités de médecine traditionnelle persiste dans la capitale tchadienne.
Des tradipraticiens ambulants proposent leurs produits dans les marchés, sur les trottoirs et aux abords de certains grands axes de la ville, souvent sans autorisation ni formation adéquate. Cette prolifération des produits non réglementés expose la population à des dangers sanitaires importants. Selon l'avis de certains cadres de la santé publique, les produits vendus peuvent être inefficaces, mal dosés ou contaminés, entraînant des complications médicales graves. Le ministère de la Santé publique a mis en garde contre ces pratiques, soulignant que seuls les tradipraticiens reconnus par leur communauté et exerçant dans des lieux fixes sont autorisés à pratiquer. Malheureusement, certains tradipraticiens ambulatoires ne respectent pas cette décision. Pour certains citoyens, ces derniers sont qualifiés de charlatans, mettant en péril le système de santé déjà fragile. Pour contrecarrer cette situation, le ministère de la Santé a lancé des missions de contrôle dans les 10 arrondissements d'Injamena afin de suspendre les activités des tradipraticiens ambulants. Ces opérations ont impliqué des experts du domaine tels que la directrice générale de la pharmacie, du médicament et des laboratoires, le coordonnateur de la police sanitaire, le directeur de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle. Pour contrecarrer cette pratique, il est impératif d'avoir une bonne collaboration entre les autorités, les professionnels de santé et les citoyens pour garantir la sécurité sanitaire et préserver les savoirs traditionnels dans un cadre réglementé. Le yuyu est un cri aigu qui se manifeste généralement lors des événements spéciaux, une cérémonie marquée par des émotions de joie ou de tristesse. Ce cri a plusieurs sens dans la vie culturelle africaine. Vunba Kehoubi, reportage. En Afrique, particulièrement au Tchad, le yuyu est un cri marquant lors des événements ou cérémonies. Dans presque toutes les différentes localités, les cérémonies sont agrémentées par des yuyus poussés par la plupart des cas par des femmes. Ces cris se différencient d'une ethnie à une autre. Le yuyu marque un moment de joie dans les cérémonies de mariage, remise de diplômes et d'autres festivités ou de retour triomphal d'une guerre, d'une bataille. Quand je fais, je me sens à l'aise, je me sens très bien, très content quoi. Quand peut-être aussi à la cérémonie de mariage, quand tu viens, yuyu là, s'assoit là. Quand je fais des yuyu, je me sens très ravie et puis très contente. S'il y a une cérémonie de mariage quelconque ou bien remise de diplôme. L'exagération de ces cris émus peut mettre une personne dans un état critique tel que le traumatisme, l'hypertension, d'après un spécialiste de santé. Le sociologue Sopika Ferdinand explique que le yuyu ne peut pas seulement être dans de meilleurs moments, mais ce cri peut être dans une circonstance de tristesse ou de désespoir. Il peut être aussi poussé pour encourager les hommes dans des champs de guerre. Le yuyu, c'est une expression de joie ou bien de douleur parfois. Et cela a un sens important pour les humains parce qu'on rencontre les yuyus lors des cérémonies, bien des rites culturels. Mariam Maïbila, entrepreneur de la culture tchadienne, explique la valeur culturelle qu'occupe le yuyu dans les pays africains. Dans ma culture, on pousse aussi des yuyus à des circonstances malheureuses. Par exemple, pour accompagner le corps d'une femme qui a un sens très important en pays Sarakaba. Il y a certaines femmes, quand il y a le divorce entre eux et leur mari, font des yuyus pour pousser des cris, pour alerter tout le monde qu'il y a divorce. Son mari le libère. Dans certaines sociétés, quand les hommes sont en guerre, quand les hommes sont deux fois désarmés, découragés, c'est les femmes qui poussent des yuyus pour dire « Mais y a-t-il pas des hommes dans cette société qui peuvent se lever, allez, nous vous encourageons ». Chaque yuyu reflète également l'appartenance à une ethnie. Le yuyu que fait la femme Sarakaba,
n'est pas le même que le youyou que fait la femme gourane. Il est primordial que la femme africaine adopte le youyou selon les circonstances, quelle que soit une circonstance de bonheur et de malheur. De peur que les rites traditionnels africains disparaissent, il serait important de montrer à la jeune génération l'importance du youyou, chose qui donnera une valeur ajoutée à la culture africaine. L'évêque du diocèse de l'Aïe a ordonné 2 prêtres pour le compte de son diocèse. C'était au cours d'une messe d'action de grâce qui a vu la présence des autorités administratives, parents, amis et des leaders d'autres confessions religieuses de la localité. Le film de cette ordination presbytère avec la Baramidi. Il s'agit respectivement des diacres Séverin Singadjim et Léon Marblé qui ont été ordonnés prêtres de Dieu par le berger du dit diocèse Monseigneur Nicolas Nadjibab. Cette célébration a commencé par les mots de bienvenue du curé de la paroisse d'accueil, l'abbé Bienvenu Altolna Bedumro. Quelques minutes après la procession d'entrée, s'ensuit l'appel et la lecture de la biographie des candidats faite par le vicaire général du dit diocèse Jacob Chilek. Le texte biblique, Isaïe chapitre 61, versets 1 à 3, 1 Timothée 4, chapitre 12 à 16 et l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 21, versets 15 à 27, ont été lus pour cette circonstance. Accent son homélie sur 3 points. Le berger du diocèse de l'Aïe, au diacre, s'est exprimé en ces termes. Vous êtes envoyés comme missionnaires dans cette terre de la Tranchillie. Vous êtes envoyés annoncer la bonne nouvelle aux humbles. Rencontrerez-vous vraiment des personnes humbles sur vos chemins? Toutes ne seront pas humbles, mais il y en aura qui accueilleront votre message. Dans la Bible, l'humilité est une qualité qui caractérise ceux dont le cœur est ouvert à la parole de Dieu, comme la Vierge Marie, l'humble servante du Seigneur. Fini cette phase, commence la liturgie du sacrement, l'engagement de l'ordinat, la litanie des saints, l'imposition des mains, ainsi que les rites complémentaires tels que la vêture et l'onction de saint crème ont fait des diacres des prêtres de Dieu. La liturgie eucharistique, la remise des cadeaux aux désormais prêtres de Jésus-Christ et les mots de remerciement de ces derniers envers tous ceux qui, de loin ou de près, les ont aidés pour ce choix, celui de la proclamation de l'Évangile, ont mis terme à la cérémonie. Sport, avant de nous séparer, mesdames et messieurs, la sélection nationale version football disputera un match amical contre le Kenya, le retour du 7 au 10 juin 2025 dans la ville de Marrakech au Maroc. L'annonce a été faite ce matin par le président de la Fédération tchadienne de football, l'association Djekausem Evariste. Lors d'une conférence de presse organisée à l'Académie de football de Farsa-Mélésie, en présence du président de la Fédération tchadienne Football Association, Taher Ouli Hassan, et du sélectionneur de l'équipe nationale, Taher Zakharia. Ce match entre dans le cadre de la préparation de Sao et marque également le retour en sélection de plusieurs joueurs tchadiens évoluant à l'étranger. Après 2 mois de discussions menées par la Fédération, ces expatriés ont accepté de réintégrer l'équipe nationale. On ne joue pas pour un individu ni pour soi-même, mais pour défendre sa patrie au niveau international, a déclaré le président de la Fédération tchadienne de football association, Taher Ouli Hassan, soulignant l'engagement patriotique de ses joueurs. À cette occasion, le staff technique a dévoilé la liste des 24 joueurs retenus pour la rencontre face au Kenya. On y trouve des cadres expérimentés tels que Ngar Ezekiel, qui est absent depuis des années, Ninga Kazimir, ainsi que des jeunes talents promoteurs. Le retour de l'attaquant vedette peut porter le couleur du Tchad. Attendons de voir. Et c'est avec cette page sportive que nous réformons cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Passez un bon week-end en compagnie de nos programmes.